Bon, on reprend du service. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à lire 37 livres en 2024 avec l'année chaotique que j'ai eue. Je sais que pour nombre d'entre vous, ce chiffre est certainement un petit peu dérisoire, voire ridicule. Pour moi, ça relève presque de l'exploit. Et comme j'ai quasiment pas fait de vidéo en 2024, je vais vous parler aujourd'hui de tous les livres que j'ai lus pendant cette année, à quelques exceptions près. Comme l'année dernière, je vais laisser hors de cette liste les graphiques, j'en ai très peu lus, donc ça représente vraiment une infime partie de mon année. J'élimine également les romans que j'ai lus pour des vidéos spéciales qui ne sont pas encore sorties parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et sans plus attendre, on va parler de tous les livres que j'ai lus en 2024, du pire au meilleur et en une seule phrase. À l'heure qu'il est là, j'ai pas le time d'écrire un script de 10 pages pour tous les 25 livres que je vais vous montrer. Donc on fait ça efficace, rapide et simple. Vous vous en doutez, en une seule phrase, je vais pas pouvoir aller très en profondeur dans mes avis, dans les résumés, etc. Donc s'il y a des livres dont j'ai déjà parlé un petit peu plus en détail, je vous mettrai les vidéos correspondantes en barre de description. Et puis je vous mettrai aussi tous les liens vers les livres. Comme ça, si vous voulez, vous lirez les résumés. Et puis voilà. Comme je vous le disais, une fois le tri fait dans mon année de lecture, il nous reste 25 livres et on va commencer tout de suite avec la catégorie pour laquelle je vais pas me faire des potes, les flops. À la dernière place du classement, nous avons donc J'en suis désolée, Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Récit de la passion naissante puis destructrice entre la narratrice et sa compagne femme-enfant, dans un contexte de premier amour lesbien, bourgeois, parisien. J'ai trouvé ça insupportable à lire et c'était clairement pas pour moi. Next. Le Serpent, le premier tome de La Maison des Jeux de Claire North. Dans une espèce de Venise de la Renaissance revisitée, on suit une meuf qui doit jouer un genre de jeu d'échecs grandeur nature avec des enjeux politiques dont personnellement j'avais rien à foutre. J'ai détesté la plume, j'ai pas compris l'intérêt, les personnages étaient inutiles, vraiment je suis désolée, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont adoré cette petite trilogie de novella, mais moi, ça l'a pas fait. Cytonic, le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson. Je sais pas quelle moquette a fumé Sanderson avant d'écrire ce tome, parce que vraiment rien n'allait, c'est même à se demander si c'est lui qui l'a écrit et pas un enfant de 3 ans et demi, tellement le world building était éclaté au sol, vraiment pour ne citer que ça. Je suis désolée mais à un moment donné il faut dire les termes, hein, je l'ai même pas terminé tellement c'était nul. J'espère qu'il était sobre en écrivant le tome d'après. Et que ça ira mieux du coup. La végétarienne de Han Kang. Les gens ont trop essayé de nous faire croire que ce livre parle d'une meuf qui devient une plante, mais en réalité c'est juste des gens extrêmement chelous qui font des trucs extrêmement chelous. À un moment donné, il faudrait peut-être penser à consulter, je sais pas, il faut faire quelque chose. Honnêtement, j'étais vraiment pas d'humeur quand j'ai lu ce livre et ça m'a horripilé. Peut-être que j'étais pas dans mon état normal. Mais bon, désolée de pas trop avoir de tolérance pour des gens de la même famille qui couchent ensemble. Cendré rouge de Ye Yong-pyun. Il y a une espèce d'épidémie bizarre style Covid qui ravage un pays imaginaire qui ressemble fortement à la Corée du Sud et notre personnage qui vient juste d'arriver ne comprend pas encore la langue et se retrouve vraiment pris dans une espèce d'imbroglio sans queue ni cul, dans lequel on l'accuse en plus d'avoir assassiné sa femme dans son pays d'origine, meurtre qu'il ne se souvient pas du tout d'avoir commis d'ailleurs, et donc le mec va trouver refuge dans les égouts, il va vivre voilà, tel un rat crevé. Il y avait des questions vraiment intéressantes, notamment sur l'identité, je pense les maladies mentales aussi. Ça aurait pu être vraiment impactant, mais il a fallu attendre la toute fin pour avoir une espèce de petit twist un peu intéressant. Dommage. Le crime de la falaise de L.J. Ross. Vraiment digne d'un téléfilm M6 pour débrancher son cerveau. Une meuf change de vie suite à une tentative d'assassinat sur sa personne et se retrouve dans un petit village de 4 habitants dans le sud de l'Angleterre sur la côte. Évidemment, parmi ces 4 personnes, il y a un énorme BG. Évidemment, il y a un autre assassin. C'est mi une romance un peu nulle, mi un thriller qui se fout de notre gueule parce que vraiment le Deus Ex Machina à la fin, il s'agirait de respecter ses lecteurs quand même. Le trou de Hiroko Oyamada.
Une femme se retrouve sans emploi à vivre dans une campagne très reculée du Japon et il se pourrait qu'elle commence un petit peu à perdre la tête parce qu'elle n'a rien à faire de ses journées, il n'y a que son mari qui travaille et que donc elle ne voit pas beaucoup. Il y a un discours dans ce livre qui est très intéressant et qui moi en tout cas m'intéresse vraiment d'un rapport personnel sur le travail, le rapport au travail, la valeur du travail, l'argent, la place d'une femme dans un foyer, la place d'une femme au travail. C'était vraiment pas un mauvais livre, d'ailleurs là on commence à arriver plutôt dans le milieu de classement, mais je dois avouer que quelques mois après, je ne m'en souviens pas si bien que ça. En tout cas, encore une fois, l'atmosphère était assez pesante et bien menée, mais ça m'a pas beaucoup impacté. L'Aube, le premier tome de Xenogenesis de Octavia Butler. La reine de l'afrofuturisme de la fin du XXe siècle nous propose ici un début de trilogie très prometteur dans lequel des aliens décident de prendre à leur charge le sort de l'humanité qui s'est presque complètement éteinte, à l'insu du plein gré de l'humanité. Et en fait c'est hyper intéressant dans les thèmes abordés parce qu'on a clairement une allégorie du colonialisme, du white saviorisme et de toutes ces questions essentielles qui sont encore extrêmement d'actualité aujourd'hui. Mais j'avoue que d'un point de vue romanesque, moi je trouve qu'on se fait chier dans ce tome 1. Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Une vieille dame qui vit dans un village ultra rural au fin fond de la Pologne essaie de comprendre qui assassine ses voisins un par un et surtout pourquoi, puisque la police ne fait pas vraiment son travail, ils sont tellement reculés, perdus dans ce petit hameau qu'ils sont quasiment livrés à eux-mêmes et que finalement les lois ne s'appliquent presque plus dans cette contrée du monde. C'était sympa sans plus, encore une fois, je me souviens pas de grand chose, ça m'a pas beaucoup marqué, si ce n'est que c'est un livre qui est très engagé pour la cause animale. Ce qui vit la nuit de Grace Krylanovic. What the fuck? C'est un des trucs les plus bizarres que j'ai lu de ma vie. On suit une meuf de 17 ans qui parcourt les États-Unis à la recherche de sa sœur à bord de trains de marchandises avec sa bande de potes anarchistes, punk. Ils sont complètement marginaux, complètement aliénés de cette société. Et d'ailleurs, vous pouvez vraiment laisser sur le pas de la porte quand vous entrez dans ce livre tout ce que vous pensez savoir de la vie, de ses règles, de ses codes, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, parce que il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. C'est écrit à la première personne par une narratrice qui est sous acide H24, donc vous imaginez bien que c'est complètement chelou. Et en même temps, par moments, il y a des fulgurances d'une poésie sans nom que j'ai trouvé magnifique. Honnêtement, encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce que j'ai pensé de ce livre, parce que moi aussi, j'ai l'impression que j'ai été droguée quand je l'ai lu. Mâchoire de Monica Ojeda. Et on continue un petit peu notre plongée assez dérangeante dans des univers féminins qui n'obéissent à aucune règle, puisqu'ici on suit un groupe de lycéennes en Équateur qui ont tellement mis la misère à une de leurs profs que l'une de ces filles va se faire kidnapper par cette prof. On suit des relations hyper tendues et très complexes de ces jeunes filles entre elles, de ces jeunes filles avec les adultes qui les entourent, leurs parents, leurs professeurs, les garçons de leur âge. C'est impossible de parler de ce livre en une phrase, alors vraiment je vous conseille de le lire pour comprendre un peu de quoi il retourne. Le sorcier de Terre-Mère, le premier volume de la saga Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin. C'est une espèce de petite cozy fantasy qui a été écrite à la fin des années 60, mais qui est toujours hyper, j'allais dire, d'actualité, qui se lit très très bien encore aujourd'hui. On a un système de magie qui est basé sur la langue et les mots, et on va suivre un héros, voilà, assez classiquement, qui doit défaire une entité un petit peu maléfique qui le poursuit depuis des années. C'était un moment réconfortant, c'était comme, je sais pas, se laisser porter sur une petite barque, pendant qu'un beau paysage défile. Je ne sais pas trop comment résumer ce que ce livre m'a fait ressentir, mais c'était un petit voyage paisible et agréable, sans prise de tête. Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat. On suit deux sœurs jumelles très différentes dans ce conte médiéval qui est d'une poésie à couper le souffle. C'est très beau, très imagé, l'ambiance est très bien maîtrisée, on a un petit côté
gothique, romantique. La seule chose que j'ai à reprocher à ce livre, c'est que il est assez court et pour autant j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Je pense que j'aurais bien aimé un format nouvelle au vu des enjeux du roman, ou alors peut-être encore un petit peu plus d'action, je sais pas, pour les 200 pages qui nous étaient proposées. La trilogie Wayward Pines de Blake Crouch. Je pense qu'on lit Wayward Pines comme on regarderait un film d'action américain. C'est pas très fin en termes de scénario, de personnages, de dialogue par exemple, mais on s'ennuie pas, on se laisse complètement happer, on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui se passe exactement. L'ambiance est cool, franchement, ça fait le taf. J'ai craché. Rose House de Arkady Martin. Forcément, j'ai beaucoup aimé cette lecture puisque ça parle d'une maison perdue dans le désert qui est contrôlée par une intelligence artificielle et dans laquelle on va bizarrement retrouver un cadavre alors que cette maison était fermée de l'extérieur, que personne ne pouvait ni y entrer ni en sortir, et ce justement sous la surveillance de cette IA. Alors que s'est-il passé exactement? Mystère. Une chance minuscule de Claudia Pinheiro, ou comment te briser le cœur pour te le reconstruire et te le rebriser juste après. On suit un personnage principal qui cache un terrible secret, quelque chose qui s'est produit dans son passé quand elle vivait en Argentine et qu'elle a enfoui très profondément jusqu'au moment où commence l'histoire et jusqu'au moment où elle est forcée de retourner sur les lieux du drame pour enfin peut-être mettre un point final à tout ce cauchemar. La fin des temps de Haruki Murakami. Murakami, il a vraiment un problème avec les femmes. À chaque fois que je lis un de ses livres, je me dis mais c'est pas possible, le traitement des personnages féminins. Et en même temps, sa plume, ses histoires, son univers ont quelque chose d'inexplicable qui fait que ça marche avec moi. Ça m'embarque, ça me fascine, ça me passionne. Et ici, la fin des temps ne fait pas exception, puisqu'on a un récit étrange, onirique, qui a du mal parfois à faire sens. Le mec arrive quand même à mélanger piratage informatique et licorne. Vraiment, ça m'a happée. Je me suis laissée embarquer dans l'ambiance, malgré quelques longueurs quand même, je dois avouer. Après toi, les ténèbres de Gus Moreno. Qu'est-ce qu'on fait après avoir perdu l'amour de sa vie dans un accident brutal? Eh bien, visiblement, dans Après toi les ténèbres, on se retrouve dans un cauchemar digne d'un roman de Stephen King qui mélange horreur et science-fiction. Ça part complètement en latte, et perso, j'ai adoré. Pauvre créature d'Alasdair Gray. C'est un peu une version féminine de Frankenstein qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante que Frankenstein. Désolé les puristes de Mary Shelley. C'est extrêmement drôle et intelligent, c'est piquant, c'est bourré de réflexions sur la condition des femmes, les inégalités sociales et tout un tas de questions sociales, politiques qui sont propres à l'époque victorienne à laquelle se passe notre histoire, mais qui sont encore d'actualité aujourd'hui, vous le verrez. Personnellement, j'ai pris mon pied, comme Bella Baxter, et j'ai trouvé ça brillant. Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Là, c'est vraiment le roman à lire quand t'es vénère et que t'as envie que tout le monde souffre et que tout le monde crève. Celui-ci n'est pas sans rappeler l'ambiance de la saga Blackwater, dans un style d'horreur peut-être un petit peu plus classique. On retrouve, comme toujours avec Michael McDowell, des personnages très hauts en couleur. On a cette ambiance d'une petite ville du sud des États-Unis où tout se sait, où les rumeurs vont bon train. Et c'est kiffant quoi, c'est jouissif à lire. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Impossible de parler en une phrase de ce roman qui se lit en apnée. Mais c'est Tiffany McDaniel, c'est-à-dire que la poésie la plus pure côtoie la violence la plus brutale. Nos personnages ne sont pas épargnés une seule seconde. D'ailleurs, quand le roman commence, on sait tout de suite que c'est une histoire qui finit mal, puisque c'est écrit noir sur blanc. Alors vraiment, je ne vous conseille pas de lire ce livre si vous sentez que vous n'avez pas les épaules pour. C'est très dur même, mais en revanche, j'ai envie de nuancer un petit peu les propos que j'ai pu entendre
à propos des propos que j'ai entendus à propos de cette histoire, à savoir que les romans de Tiffany McDaniel, d'ailleurs au sens large, sont toujours extrêmement sombres, que les personnages souffrent énormément, que c'est presque voyeuriste. Pourquoi mettre en scène une telle violence sans espoir? Pourquoi infliger ça à ses personnages et donc à son lectorat? Eh bien, spoiler, il y a des gens dont la vie ressemble à ça, et c'est pas parce qu'une histoire est affreusement difficile qu'elle ne mérite pas d'être racontée et qu'elle mérite qu'on détourne le regard. Voilà, la littérature n'est pas que littérature. Pour moi, la littérature transcende justement la fiction, et je ne vois pas pourquoi il y a des histoires qu'il faudrait ne pas lire parce qu'elles sont plus difficiles que d'autres. Bref. Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. Encore une histoire de maison bizarre qui rend ses habitants peut-être un petit peu fous. Si vous avez aimé La Maison des Feuilles de Mark Danielewski, laissez-moi vous présenter sa baby version, qui personnellement m'a enchantée. De toute façon, vous l'aurez compris, moi, dès qu'il y a une maison bizarre avec peut-être une présence inexpliquée, inexplicable, et qu'il se passe des trucs un peu creepy, moi je signe. Et on arrive dans le top 3 avec, sur le podium, Les Naufragés du Wager de David Grann. Un truc que j'aime autant que les maisons bizarres, c'est les bateaux et la mer, donc forcément ce livre se retrouve dans ce top 3. C'est juste une épopée improbable, incroyable, que j'ai vraiment pas réussi à oublier depuis que je l'ai lu en mars, il me semble. C'est l'histoire vraie d'un naufrage qui a eu lieu au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et donc le récit de ces survivants et de tout ce qu'ils ont dû faire pour survivre au-delà du danger, au-delà de la faim, de la soif, des maladies, du froid, des rivalités, des mutineries, des tueries, enfin, j'ai adoré. J'ai tellement aimé, j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai envie de lire plein d'autres histoires du même style, histoire vraie ou pas d'ailleurs, mais voilà, je me suis peut-être découvert une petite passion pour les romans d'aventure maritimes. J'allais dire qui l'eût cru, mais moi ça m'étonne pas en fait. J'ai lu les 2 premiers tomes de The Expanse de S.A. Corey, qui sont en fait 2 auteurs qui écrivent leur saga à 4 mains. J'avais besoin de SF ultra divertissante, qui se passe dans l'espace, avec des enjeux politiques, commerciaux, peut-être bactériologiques, des espèces de petites guéguerres entre factions, des magouilles qui mettent toute l'humanité et toute la galaxie en danger. Ça passe comme une lettre à la poste. Et enfin, mon coup de cœur ultime de cette année n'est autre que Annihilation de Jeff Vandermeer, qui est le premier tome de la trilogie Rempart Sud. Là, vous avez vraiment tout ce que j'aime dans la littérature, réuni dans ce petit livre d'à peine 200 pages. Annihilation, c'est l'exploration d'une zone étrange et inexplicable dont aucune expédition n'est jamais revenue. On entre donc dans un univers que on découvre en même temps que nos personnages, dont on essaie de percer les mystères en même temps que nos personnages, et c'est absolument fascinant. C'est étrange, c'est onirique, c'est inquiétant. On a du mal à démêler le vrai du faux, ce qui se passe réellement et ce qui ne sont peut-être que des hallucinations. C'est vraiment envoûtant et moi je trouve que c'est impossible à lâcher parce qu'on veut absolument comprendre les lois qui régissent cet univers et qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas les mêmes. Enfin vraiment c'est un livre que tu lis et tu as l'impression d'être plongé dans une transe dont il est impossible de sortir. C'était incroyable de bout en bout et j'espère que la suite de la saga, qui devait être une trilogie, mais il y a un 4e tome là qui vient de sortir en anglais, va me transporter de la même manière, même si les histoires sont un petit peu différentes. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un livre que vous pouvez lire seul. L'histoire se suffit à elle-même. Mais par contre, j'ai vraiment hâte de savoir ce que peut apporter la suite parce que... c'est, je sais pas, c'est comme une drogue ce livre, tu le prends et t'as envie d'y retourner, enfin t'as envie d'y rester et quand ça se termine t'en veux plus. C'est un peu trop de drogue dans ce top lecture, mais vous aurez compris, c'est complètement hallucinant dans
dans le sens propre du terme. Et voilà, c'est tout pour mon classement de toutes mes lectures de 2024, du pire au meilleur. J'ai l'impression que je me suis débrouillée plutôt rapidement. Sans plus attendre, j'aimerais que vous partagiez avec moi en commentaire s'il ne fallait en retenir qu'une, la lecture qui vous a le plus marqué en 2024, parce que je suis à la recherche de coups de cœur. Je suis à la recherche de coups de cœur, donc je compte sur vous pour me partager votre meilleure lecture de l'année. On est quand même encore en janvier et je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2025. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et lisez bien. Bye. J'ai un appartement. 2025 commence bien!